Il y a toute une mobilisation pour éviter l'expulsion d'une famille nigériane formée d'anges gardiens qu'on a bien connus, bien sûr, durant la pandémie. Et là, on se dit que ce sont des événements malheureux qui se reproduisent souvent. Est-ce qu'on peut faire ça autrement, Luc? Écoute, j'ai des gros doutes. Pour une fois, j'ai pas de réponse. Là, puis je vais exposer les faits pour qu'on puisse prendre la décision ensemble en tant que comité qui va décider de l'avenir des demandeurs d'asile à 3. C'est une famille qui fait une demande d'asile. Elle est refusée. On se rend compte que la famille est travailleur. Ils sont très travailleurs, sont intègres. La mère a appris le français. Il y a 3 enfants. 1 qui était né avant d'arriver, 2 qui sont nés sur place. Les enfants vont à la maternelle et l'école française. Bon, tu te dis, c'est à peu près ça qu'on veut dans la vie. Hein? Des immigrants qui arrivent, qui travaillent, qui s'intègrent dans des domaines où les Québécois veulent pas travailler, puis qui apprennent le français, etc. Alors, jusque-là, tu te dis, acceptons-les. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des critères d'immigration, ce que je viens de nommer là. T'es à l'étranger, tu fais une demande d'immigration, tu dis je vais apprendre le français ou je connais bien le français, je veux travailler dans tel domaine, etc. Quand tu fais une demande d'asile, c'est pas pantoute la même affaire. Tu fais une demande d'asile parce que c'est dangereux là où tu es. Et c'est cette base-là qu'on va décider si oui ou non tu es accepté. En ce moment, il y a 7000 Haïtiens dont on a refusé la demande d'asile au Québec. Ce sont des gens qui sont passés par le chemin Roxham. D'ailleurs, cette famille-là aussi est passée par le chemin Roxham. Et ces gens-là, une fois l'analyse de leur dossier, on dit, je regrette, madame, monsieur, la région d'Haïti dont vous venez n'est pas du tout soumise à la violence. Et donc, on refuse votre demande de réfugiés. Mais sauf que ces 7000-là, on a décidé de ne pas les renvoyer en Haïti en ce moment parce qu'on se dit, en ce moment, renvoyer du monde en Haïti, c'est quand même le bout du bout. Je veux dire, avec les gangs qui gèrent les villes, en particulier Port-au-Prince, ça serait inhumain de les renvoyer. Alors, c'est toujours ça. Vous êtes arrivé sur une demande d'asile, il faudrait que vous retourniez dans votre pays pour faire une demande d'immigration en bonne et due forme. Elle serait sans doute acceptée, et c'est arrivé souvent, que des gens partent puis reviennent. Mais tu as 3 enfants à ses bras, tu retournes dans un pays, tu n'as rien là-bas, pour des raisons administratives. Tu dis, pour des raisons administratives, il faudrait que je retourne là-bas, que je refasse ma demande, que je revienne. Pourquoi ne pas les accepter sur le champ? C'est la question qui est posée. Oui, c'est une mobilisation aussi importante autour de ce couple de préposés aux bénéficiaires qui travaillent avec des personnes lourdement handicapées. C'est précisément pour cette raison, c'est-à-dire que ce sont des anges gardiens qui font une grande différence dans la vie de plusieurs familles montréalaises. Et ils sont vraiment en réel danger. Puis tu as bien expliqué la situation, Luc. Le mari est chrétien. Et au Nigeria, les chrétiens sont victimes de chasse aux sorcières. Là, ils sont persécutés. D'ailleurs, je disais que, et bravo à la presse d'ailleurs d'avoir traité de cette affaire, 82% des chrétiens tués dans le monde en 2023 à cause de leur foi ont été tués au Nigeria. Déborah, qui est la maman, racontait qu'on a tenté de kidnapper leur bébé avant leur fuite vers le Canada. Alors, c'est un couple vraiment exemplaire et je tiens à souligner que sa formation en tant que préposée aux bénéficiaires, elle l'a payé de ses poches, à ses frais. Elle est allée au privé. Elle dit, on a reçu 3 mois seulement d'aide sociale. Ils n'ont pas reçu de PCU durant la pandémie parce qu'ils se sont mis rapidement au travail. Alors, ils sont très bien intégrés à la société québécoise. Les 2 plus jeunes enfants nés en sol canadien parlent français, vont à la garderie, à l'école française. Alors, pour eux, c'est Déborah qui le disait, nous expulser, c'est l'équivalent de la peine de mort. Là, on parle d'une expulsion cette semaine. Et il y a une chose que peut faire le ministre Marc Miller, c'est utiliser son pouvoir discrétionnaire pour empêcher cette expulsion. Et si j'étais Marc Miller, je poserais ce geste pour éviter que cette famille soit mise en danger en retournant au Nigeria. Et le message que le gouvernement fédéral pourrait envoyer, c'est, écoutez, vous avez contribué à faire une différence durant la pandémie. Le Québec les a, rappelez-vous, nos anges gardiens, puis on les a tellement remerciés, valorisés. Alors, ça enverra un message tellement contradictoire que d'autoriser leur expulsion. Alors, Marc Miller peut faire une différence et j'espère, comme ministre, qu'il va la faire, cette différence. Et j'espère aussi que le Québec va lever la main. Je ne sais pas si Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, a téléphoné à son vis-à-vis pour s'assurer que cette famille ne soit pas expulsée. Mais si elle le faisait, elle rendrait un grand service à tous les anges gardiens qui ont donné énormément durant la pandémie. Mais moi, je pense qu'en termes de messages contradictoires, Nathalie, il faut en regarder un autre. On peut pas dire du lundi au vendredi, il y a trop de demandeurs d'asile, puis le samedi dire, on va leur donner un permis d'immigration parce que c'est du bon monde.
Parce que il y a du bon monde là, qui sont prêts, qui souffrent dans leur pays, là, qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Afghanistan, il y a Syrie, une partie de l'Irak, Colombie, Venezuela, etc. Il y en a des centaines de milliers, il y en a des millions et des millions. Mais le gouvernement Trudeau devait amnistier les illégaux. Ouais. Et il a renoncé, en tout cas aux dernières nouvelles, il l'a pas fait, là. C'est sans doute ce qui va se passer. Hein. Si jamais ils étaient menacés d'expulsion, une des possibilités, c'est qu'ils disparaissent dans la nature. Là. C'est ce qui s'est passé dans bien des cas. Puis la police canadienne court pas après. Là. Donc, il y en a 600 000, puis il a renoncé. Mais parce qu'il faut voir qu'il y a un effet réseau. Parlons système, OK? Si tu parles individu, personne, oui, on les garde. Là. Personne va s'asseoir devant cette femme-là puis dire, ben non, on te renvoie. Non, personne. Maintenant, parlons système, parlons statistique. Ben, pourquoi? Ça marche pas par personne, ça marche par réseau. Si une personne rentre au pays, dit, mais moi, je suis rentré comme demandeur d'asile, après ça, j'ai fait régulariser ma position parce que j'avais une bonne job, ben, crée-moi que ça va se passer à des milliers d'exemplaires. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a Internet, il y a des réseaux sociaux, t'es plus obligé d'envoyer une lettre, d'envoyer un courriel à ta famille, ça marche. Le système te permet de le faire. Et ça va bloquer l'arrivée des vrais réfugiés. Alors, voilà, d'un point de vue systémique, il y a un problème. D'un point de vue personnel, on se dit on doit les accueillir à bras ouverts. Moi, j'ai pas la solution. Oui, bien, en fait, quand tu dis que la ministre peut pas, d'un côté, affirmer qu'il y a trop de demandeurs d'asile et prendre la défense de cette famille, cette famille a une particularité, c'est que 2 enfants sur 3 sont nés au Canada. Ils sont nés ici. Et d'ailleurs, à l'Agence des services frontaliers qui a proposé à la famille de se séparer de ses 2 plus jeunes enfants en disant, vous partez avec votre plus vieux au Nigeria, là, retournez là-bas, puis les 2 jeunes enfants, vos 2 plus jeunes, bien, confiez-les à qui voudra les garder. Voyons donc, tu parles d'un manque de jugement, tu parles d'une idiotie de la part d'un système. C'est systématique, hein, Nathalie, parce que c'est ça que la loi dit. La loi dit, sont nés au Canada, sont canadiens. Votre demande est refusée, vous devez repartir. C'est la loi. Vivement plus d'humanité dans la façon dont on gère des cas comme ceux-là. Non, mais moi, j'ai connu l'époque où un cas humanitaire. Ils allaient se cacher dans des sols d'église, oui. qui étaient accueillis parce que c'était comme un havre de paix, puis c'était un sanctuaire, puis personne n'osait, là. Mais tu vas en avoir de plus en plus de ces cas de gens qui lèvent la main, qui sont ici depuis 1 an, 2 ans, qui ont 2 enfants nés ici. Ben, il y avait une belle famille chilienne qui était interviewée par Radio-Canada il n'y a pas longtemps. Je me souviens de ça.